apprendre. Voilà, il faut apprendre, il faut apprendre. C'est une bêtise. La médecine, ça se comprend. Il faut des bases, mais ça se comprend, c'est biologique. La sclérose en plaques, ça se comprend. Il n'y a pas de mots compliqués. On ne exprime bien que ce que soit soi-même, on comprend bien. Et c'est très important que le neurologue ait à ce moment des mots simples pour que vous puissiez déjà acquérir des connaissances de la maladie. C'est pour ça que, par exemple, on met, nous, nos vidéos sur YouTube pour que les patients, de chez eux, puissent revoir un petit peu ce qui a été dit, et on essaie toujours de prendre des mots simples. Le malade qui sort d'une consultation où il dit « il est génial mais j'ai rien compris », c'est une mauvaise consultation. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. Compréhension de la maladie. Beaucoup d'informations au moment de la consultation initiale. Et dans la sclérose en plaques, la consultation initiale du diagnostic, c'est une consultation qui est dédiée à ça. C'est-à-dire que on n'examine pas le malade, on ne parle pas de traitement. On parle déjà un petit peu des faits et du diagnostic, et un peu de l'expression de la maladie, du pronostic. Tout peut se dire dans la vie, mais c'est quand et comment. Il y a des malades qui ne sont pas en possibilité d'écouter un diagnostic. Donc il vaut mieux décaler l'annonce-diagnostic. Ce n'est absolument pas qu'on va cacher la vérité, qu'on estime que le moment n'est pas bien choisi. Un exemple, les annonces diagnostiques d'une sclérose en plaques d'un patient qui vient d'être hospitalisé dans un site de neurologie, et c'est un interne qui n'avait pas vu la veille, qui ne verra pas le lendemain parce qu'il garde, et qui lui dit une sclérose en plaques, c'est une mauvaise annonce diagnostique. Et je suis sûr que ça vous rappelle des souvenirs. L'annonce diagnostique est un moment privilégié, c'est un moment qui se fait en dehors d'un secteur d'hospitalisation, dans un bureau de concession, accompagné de toute personne qu'on souhaite. Chaque mot est important. Ensuite, on doit avoir le temps. Souvent, les gens sont pressés. L'objectif principal d'une consultation de diagnostic, c'est qu'elle soit bien comprise, même si ça prend 1 heure. Et c'est tellement important pour l'avenir du patient sur le vécu de la maladie. Quand le neurologue vous dit à 17h30 j'ai un malade suivant, ça ne peut pas le faire. Parce que vous avez plein de questions à poser et d'émotions à donner. La consultation diagnostique, c'est un moment majeur, il faut avoir le temps, et ça commence à nouer une relation médecin-malade. J'ai une malade qui est venue hier soir, qui a une sclérose en plaques qui est venue depuis plusieurs années, que vous avez contacté pour être vue, et puis finalement, à 19h, elle n'était pas là. Donc moi, c'est pendant que vous voyez, quand les malades ne viennent pas, je passe un coup de fil. Je laisse passer, etc. Et elle me dit, j'ai oublié ma carte vitale, j'ai dû repasser chez moi, etc. C'était 2h30. Je lui dis, vous habitez où? Elle habite à 300 mètres de l'hôpital. Bon, je lui dis, moi je suis là, de toute façon, je vais terminer à point d'heure, bah venez. Donc elle est arrivée à 20h. Ça a duré 1h15, et après on a tout recadré, on a tout repris à Manu depuis 2011, et en partant, elle me dit, ah, ben, je suis content d'être venu, c'est bien que je sois venu. Donc ça, c'est extrêmement important d'avoir le temps pour bien expliquer aux malades. La relation médecin-malade, c'est comme les relations humaines. C'est très personne-dépendante. Et c'est très important dans une maladie chronique. Nous, on prend en charge des patients, ils nous disent dans la salle d'attente, quand j'attendais chez le neurologue, j'avais le nœud dans l'estomac. Il y en a qui disent oui, la tête. Non, il faut être très détendu. La maladie n'est pas facile, mais on fait ce qu'on peut. Voilà, hein, déjà, bon, on met ça de côté. Et puis après, on va apprendre à se connaître. C'est très important quand vous arrivez voir le neurologue, c'est comme si vous l'avez vu la veille, même si c'était il y a 6 mois. Si le neurologue vous dit, attendez, vous êtes qui vous? Attendez, il faut que j'apprenne mon dossier. Ah, l'informatique ne marche pas, je n'ai pas accès au dossier. Non, le malade, quand il rentre dans la salle de concession, il doit être intégré tout de suite, comme s'il avait vu le neurologue la veille. On ne va pas tout reprendre. Le neurologue doit très bien connaître son malade, parce que c'est une maladie à 10 ans, 20 ans. Une fois qu'on prend en charge la patience européenne, on a signé un bail. Hein. C'est pas une migraine. Hein. C'est bon, nous, on est des malades depuis 35 ans. Et c'est très important cette notion de continuité. Vous devez être à l'aise, bien connaître votre neurologue, en confiance, détendu. Et le malade doit très bien connaître son malade. Le neurologue doit très bien connaître son malade. Et surtout, ce qui est important, c'est que de décade en décade, les problèmes changent. Pas tellement dans la maladie d'ailleurs, mais dans les problèmes humains. J'ai 20 ans, c'est est-ce que je vais pouvoir faire des études? 10 ans plus tard, j'ai 30 ans, est-ce que je peux avoir des enfants? J'ai 40 ans, je suis fatigué, qu'est-ce que je fais pour mon métier? J'ai 50 ans, mon mari fait la tête parce que je suis fatigué, il y a un problème de couple. J'ai 60 ans, qu'est-ce que je fais pour la retraite? De décade en décade, à chaque décade, c'est un nouveau problème important pour l'être humain, quelle que soit la maladie, et encore plus avec une maladie chronique et la sclérose en plaques. Ensuite, vous avez donc l'éducation thérapeutique. C'est un mauvais terme, c'est surtout l'éducation à la maladie. Donc vous avez beaucoup d'outils pour ça. D'abord, il y a ce que vous dit le neurologue, il y a YouTube, et puis vous avez des infirmières spécialisées
dans l'éducation thérapeutique. Mais encore une fois, c'est pour expliquer la maladie. Ce n'est pas pour vous convaincre du traitement. Hein, c'est vraiment pour réexpliquer la maladie, le devenir, les symptômes, les poussées, les traitements. Une bonne consultation d'annonce diagnostique, c'est 1 heure. Il faut avoir son temps. Et ensuite, il faut revoir le malade. C'est comme en cancéro. Il faut revoir le malade 6 semaines après. En moyenne, c'est 6 semaines après. Pour avoir une restitution de l'annonce diagnostique. Quelles sont les angoisses? Quelles sont les questions qui ne sont pas posées? Est-ce que l'entourage a bien compris? Est-ce qu'il y a des conjoints qui veulent venir, des enfants? Donc, c'est extrêmement important. Cette phase d'annonce diagnostique va conditionner beaucoup de choses qui sont complètement inconscientes. Ça va conditionner l'acceptation de la maladie. Et ça, c'est propre à chaque personne. Il y a des malades qui arrivent à la consultation, ils savent déjà le diagnostic, ils ont déjà intégré les choses. Et des malades vont mettre plusieurs années à accepter le diagnostic. On a des malades qu'on suit depuis longtemps, qu'on appelle des vieux patients. De temps en temps, ils nous disent, Monsieur Abou, j'ai quelque chose à vous dire. Alors ça m'embête toujours. Je n'ai jamais accepté votre diagnostic. Je ne vous en veux pas. J'étais très discipliné, je fais mes prises de sang, machin, transabdominal, mais je n'ai jamais accepté au fond de moi-même la maladie. Et ça, c'est très individuel. Et donc, on a des surprises, donc on croit bien connaître nos malades, les malades qu'on suit depuis un quart de siècle. Et en fait, on s'aperçoit qu'à un moment donné, ils vous disent, ben, j'ai jamais accepté le diagnostic. Et ça, c'est chacun et son propre témoin. Cette phase d'annonce diagnostique va conditionner l'adhésion à un parcours médical. Et c'est très important, hein. C'est l'adhésion à un parcours médical. Ce n'est pas l'adhésion à un traitement. C'est, voilà, vous avez une maladie, qu'est-ce qu'on va faire comme projet thérapeutique pour éviter que la maladie soit trop importante dans les années à venir? C'est le projet médical. Ensuite, ça conditionne l'adhérence au traitement et au suivi. C'est important, parce que si vous êtes en état de refus d'une maladie, accepter des traitements avec des contraintes est déjà compliqué. On estime que 25% des patients ont une mauvaise adhérence thérapeutique. Et vous savez qu'il y a une étude qui est sortie il y a quelques semaines où on dit que 30% des patients ne disent pas la vérité au médecin, quelle que soit la maladie. Le plus souvent parce qu'ils ont peur. Je ne vais pas le dire. Lors de cette phase d'annonce diagnostique, il ne faut surtout pas décider du traitement. Il y a trop d'informations, il y a trop d'émotions. Et dans la vie, quand il y a des choses importantes à décider, si vous êtes dans une période d'émotion, il ne faut surtout pas décider, vous allez faire des erreurs. Enfin, quand il y a des décisions importantes, quelle que soit la vente de sa maison, je ne sais pas quoi. Si vous êtes dans un état de stress, dépressif, angoissé, etc., non. Il vaut mieux décider avec sérénité en faisant une analyse de la décision qu'on va prendre. Et la décision thérapeutique, c'est exactement pareil. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, tout patient diagnostiqué sur en plaque, on propose un traitement de fond, et on dit qu'il faut traiter tôt. Mais tôt, ça veut dire quoi? Tôt, c'est dans 1 an. C'est pas dans 1 jour. Et souvent, la consultation diagnostique, le neurologue embraye en proposant un traitement. Ça va beaucoup trop vite. Demain, vous irez bien avec ce qu'on fait. La question, c'est dans 20 ans. Et donc, voilà, des patients, ils ont un diagnostic en disant, voilà, ben, il y a les piqûres, les comprimés, je vous donne des cassettes DVD, vous regardez chez vous, vous décidez. Ça rappelle des souvenirs? Voilà. Ça ne peut pas le faire. On va gérer un risque, il y a des décisions thérapeutiques, première, deuxième, troisième ligne, on l'a vu avant, mais dans les lignes thérapeutiques, même si vous êtes en première ligne, il va y avoir une gestion de risque entre soit des piqûres, mais des médicaments qui sont sûrs qu'on donne depuis 20 ans, mais l'inconfort des piqûres, soit des traitements comprimés, avec moins de sécurité, puisqu'on les donne depuis 4-5 ans. Et donc, même si vous êtes sur une première ligne thérapeutique, où la maladie n'est pas trop évolutive, vous allez gérer un risque entre piqûres et comprimés. La gestion de risque, elle est permanente dans cette maladie. Ensuite, il faut assurer le post-consultation. Le post-consultation est aussi important que la consultation. Ce qu'on ne veut pas, c'est que la malade vient d'avoir du diagnostic de sclérose en plaques, elle rentre chez elle le soir, elle est devant sa glace, et elle se regarde, et putain, et en plus, elle est sclérose en plaques. Je suis sûr qu'elle doit rappeler les souvenirs. Et après, vous vous dites, mince, j'ai oublié de lui demander. C'est pas grave, il m'a donné le numéro d'un secrétaire, j'appelle demain matin à 9h. T'appelles pendant 3 heures, ça s'en occuper. Vrai ou faux? Voilà. Ça, c'est tout ce que je vous restitue, c'est tout ce que les malades. Moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier. J'ai eu 90 000 malades dans ma vie. Je vois 3 000 malades par an, je vois 30, c'est pas très. C'est tout ce que les malades nous restituent. Et c'est très important parce que c'est pas le médecin qui fait la médecine. C'est le malade qui vient voir le médecin et qui nous apprend notre métier. Après, c'est pas nous.
En fait, c'est le malade avec ce symptôme, quelle que soit la maladie. Vous allez voir un gastroentérologue, je ne sais pas quoi, et c'est à force de voir des malades où on va dire, bah tiens, ça c'est une maladie, c'est tel symptôme, tel effet secondaire du traitement. En fait, c'est chaque malade qui nous apprend notre métier. Et tout ce que je vous restitue là, c'est tout ce que les patients nous ont dit. Donc, le post-consultation, c'est extrêmement important. Tous nos patients ont notre mail. Il y a un contrat qui va s'installer. Il y a un contrat qui s'installe. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Problème mail. Moi, je réponds le matin ou le soir. Le malade n'est jamais seul avec la maladie. Enfin, c'est la philosophie de notre santé. Le malade n'est jamais seul. C'est un accompagnement. On ne va pas le voir tous les jours. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Vous avez une question. La majorité des mails se règlent à distance. C'est souvent des questions précises. J'ai la vie, qu'est-ce que je fais, ou j'ai perdu une ordonnance. Bon. Après, de temps en temps, on demande au malade de venir. Parce qu'à distance, c'est pas toujours facile de savoir si c'est poussé ou non, des effets secondaires. Donc c'est vrai que parfois, on demande au malade de venir. Et finalement, sur 100 mails, on demande à 5-6 malades de dire « je ne peux pas vous dire, il faut qu'on vous voit ». L'objectif, c'est que vous soyez suivis avec une bonne sécurité au domicile des malades, de façon continue. Donc ça, c'est extrêmement important, c'est ce que j'appelle le post-consultation. Un mois plus tard, 6 semaines, nouvelle consultation, l'appropriation du diagnostic, la réexplication, souvent les accompagnants. Et là, on rentre dans la décision thérapeutique. On estime que tout patient sur plaque doit pouvoir bénéficier d'un traitement de fond. Et là, on va décider quelle ligne, quelle modalité, quelle surveillance, quel effet secondaire. Là, on rentre vraiment dans le projet thérapeutique. Ensuite, il y a des patients qui, lors de ces deuxièmes consultations, ont peur de l'avenir. Ils préfèrent être traités. Donc là, on met en route un traitement. Et à l'inverse, il y a des malades qui nous disent « Non, je vais bien, je veux attendre ». Et donc, il y a des stratégies pour dire « Ok, alors on va donner 3-4 mois, on va refaire une IRM de contrôle, pas de nouvelles, bonne nouvelle, nouveaux symptômes ou nouvelles lésions en IRM, c'est peut-être le malade qui va demander à ce moment d'être traité parce qu'il voit bien que biologiquement, il y a une activité de la maladie. Donc il y a toute cette modulation qui est extrêmement personne dépendante. Cette année, vous savez que pour l'année mondiale, ou la semaine mondiale à son en plaque, le mot-clé, c'est symptômes invisibles. Vous le savez. Hein. Et donc, un des symptômes invisibles qui est le plus déroutant, c'est la fatigue. Alors, la fatigue, c'est un symptôme, c'est pas une maladie. Donc, il va falloir chercher des causes qui entraînent de la fatigue. Et deuxième point, il n'y a pas de marqueur de la fatigue. Donc, quand vous arrivez au travail, ou vous rentrez le soir, tu arrives, tu dis, je suis fatigué. Alors, au début, on est dans l'empathie. Le mari, le parent, le collègue de boulot, on dit, ah oui, c'est en place. Puis au bout de 6 mois, les gens s'usent. Fatigué, c'est je suis défini, tu n'as pas envie, tu t'embêtes, et j'en passe des meilleurs. T'es paresseux, etc. Parce que la fatigue n'est pas bien vécue et compris par les entourages, quels qu'ils soient, hein, familial ou professionnel. Donc la fatigue, c'est un symptôme invisible, c'est mal compris, ça évolue par des périodes. On rentre sur des périodes où on va être fatigué, ça dure 6-8 mois, puis après on va en sortir. Nous, quand un patient nous se plaint d'une fatigue, nous allons rechercher des lignes qu'on va essayer de maîtriser pour améliorer la qualité de vie de la maladie. Le mauvais sommeil. Il y a des malades qui ont des catalogues du sommeil qui sont ahurissants. La malade que j'ai vue tout à l'heure, professeur médical, s'endort à 2h du matin, elle s'est à 5h. J'ai regardé les indicateurs. Je dis non, la durée moyenne du sommeil, c'est 7h, 8h. Après, chacun a son propre sommeil. C'est une matrice endogène de sommeil. Le sommeil, ça doit se respecter. Et donc, des malades, vous voyez, par exemple, hein, je respecte, je vais parler beaucoup plus bas, c'est pas grave, c'est pas que les enfants forment. Moi, je peux vous dire un truc, je dors peu, je dors 5-6 heures. Mais le week-end, je fais ma sieste. Et si j'ai pas fait ma sieste c'est 1h15. Et si j'ai pas fait ma sieste durant le week-end, le lundi, je sais très bien que c'est plus difficile pour faire la semaine. Et des personnes n'ont pas besoin de sieste. Donc le sommeil, c'est quelque chose à respecter, c'est ce qui va vous permettre de récupérer. Dans les pays nord-américains, au milieu du travail, il y a des pièces de détente avec un relax et vous pouvez faire la sieste. C'est pas mal vu. En France, si on fait la sieste, c'est qu'on n'a pas envie de travailler, c'est mal vu. Vous avez compris. Il faut adapter sa physiologie, et ça c'est très propre, pour avoir une énergie, une bonne qualité de vie et être efficient dans votre vie quotidienne, etc. Et donc le sommeil, il faut bien connaître. Hein. Donc quand on est fatigué, il faut voir s'il n'y a pas un trouble du sommeil. Deuxième cause de fatigue, c'est que ça rend dépressif. Quand on est déprimé, on a envie de rien faire, on est fatigué, on n'a pas envie. C'est la bouillie. En fait. On n'a plus envie, on est fatigué.
Et là, il faut aller dépister le syndrome dépressif. Troisième point, c'est une modification de la façon de vivre, travail excessif, ou arrêt des activités physiques. L'activité physique, c'est extrêmement important, déjà pour tout le monde, et encore plus dans ce qu'on emploie, c'est une maladie de l'endurance. L'OMS recommande 30 minutes d'activité physique régulière par jour. Ce n'est pas forcément du sport. Ça peut être la marche à pied, ça peut être le vélo, ça peut être 3 fois 10 minutes, il faut que ça soit régulier. Quand vous faites de l'activité physique, vous allez sécréter des endorphines. C'est la morphine naturelle. Cette endorphine est apaisante, ça diminue l'angoisse, elle améliore le sommeil, elle diminue la douleur et elle redonne de l'énergie. À l'extrême, vous avez les athlètes de très haut niveau, compétiteurs, qui deviennent dépendants à la compétition. Vous savez bien que vous avez des footballeurs, des joueurs de tennis, quand ils arrêtent, ils font des états dépressifs sévères, ils peuvent tomber dans d'autres addictions. Effectivement, le sport extrême, cette fois-ci, c'est une addiction. On transforme nos transmetteurs parce qu'on sécrète énormément d'endorphines, donc de morphine naturelle, et on peut devenir addict au sport. Je connais quelqu'un qui court toutes les nuits, qui est infirmier, pas du tout dans notre région, qui court toutes les nuits avec une lampe frontale, 5 heures par nuit, fait des semi-marathons. Je lui ai regardé, j'ai dit, je crois que vous êtes un peu addict. Il m'a dit, ah oui, je suis complètement addict. Donc ça peut aller jusque-là, l'addiction. Donc voilà, les extrêmes, c'est mauvais. L'exercice physique, c'est extrêmement important. Et on a des patients qui arrêtent les exercices physiques pour quelque raison qu'ils soient, et ils sont crevés. Donc il faut remettre dans le bon sens. C'est comme un athlète, hein, reprendre l'exercice physique. Ensuite, avec la maladie, il faut voir le curseur, vous êtes fatigué. Donc si vous faites 400 mètres, c'est pas grave. Mais par contre, dans un mois, vous ferez 450 mètres. Et dans 2 mois, vous ferez 500 mètres. C'est ça le rentraînement à l'effort. C'est comme un athlète, il faut se remettre dans le goût de l'effort. Ensuite, quand on n'y arrive pas, on a des traitements de la fatigue, que vous connaissez sûrement, la Montadif, le Vocarnil, le Modafinil, mais finalement, on n'a pas beaucoup de traitements en fait. On essaye les uns après les autres, donc il y a des malades qui sont mieux avec certains traitements. Mais finalement, la fatigue, on n'a pas beaucoup de traitements disponibles. Autre question que vous vous posez, et qui fait partie aussi des symptômes de la maladie, c'est est-ce que ma personnalité a changé? Et ça, c'est souvent l'entourage qui me pose la question. Est-ce que la scandale en plaque modifie votre personnalité? Bon, je ne crois pas qu'on modifie sa personnalité. Les décades qui s'ajoutent vont modifier notre humeur, notre perception de l'insouciance, de la sérénité, quelle que soit la maladie. Arriver à modifier une personnalité, la personnalité, c'est notre existence, c'est notre ADN. Je ne crois pas qu'on puisse la modifier. Par contre, quand vous avez une maladie chronique, eh bien, la notion de sérénité, d'absence d'angoisse, elle va tout doucement être émoussée. Donc forcément, notre aspect relationnel va changer. Les malades sont souvent plus irritables, plus tendus. C'est complètement normal par rapport à une maladie chronique, quelle qu'elle soit. L'inquiétude est poussée, l'évolution en cours, les problèmes médicaux, famille, travail, les traitements. Quel traitement je vais avoir, quel effet secondaire je vais avoir, le non-dit également. Mais je pense qu'on peut dire que la sclérose en plaques ne modifie pas la personnalité. Mais par contre, elle va modifier votre appréciation de votre qualité de vie et de votre vie ambiante. C'est plutôt cette perception. Autre notion, l'image de soi. On a tous envie de donner une belle image de soi. C'est humain. Après, l'extrême, c'est le narcissisme. Le narcissisme, on vient dans la classe en disant tu es vraiment le plus beau. Pas tout à fait pareil. Et donc, l'image de soi est l'image que l'on donne et qui doit être le reflet de ce qu'on vit. Hein. Ce n'est pas que du plaqué, hein. C'est aussi du bronze. Mais vous comprenez que l'image de soi elle doit être animée. Déjà l'hôpital, la clinique, c'est une agression. C'est une agression déjà. Il y a des malades qui me disent, monsieur Abol, j'adore venir à votre cabinet, mais vraiment, Vitcholiac 1970, à moi la peur. Je vais me faire taper dessus par mon directeur général, mais c'est comme ça. Les examens, vous passez une IRM. Déjà, vous partez plutôt du travail, vous attendez 2 heures à l'IRM, il y a un technicien qui vous dit, votre radio, vous passez sous l'IRM, t'attends 1 heure, on se branche, c'est un peu angoissant, et puis vous sortez, il n'y a pas de radiologue, et vous n'avez pas le compte rendu de votre examen. Bon, ça, pour la sérénité de l'image de soi, c'est un peu compliqué, vous attendez 1 semaine d'avoir le résultat. Les perfusions, les prises de sang, c'est une agression. Et je suis très attentif à ça pour les perfusions et les prises de sang.
à force de faire des bilans, des prises de sang, de faire des piqûres, etc., votre image est altérée. Notre intégrité physique, forcément, quand vous avez des bleus, des petites nodosités, des érythèmes, vous regardez, c'est pas beau, c'est votre image. C'est rien. Au fur et à mesure d'une vie, c'est beaucoup, au contraire. Ensuite, les effets secondaires des traitements. Quand vous avez des douleurs, si vous prenez du poids avec la cortisone, ben, votre image de soi, bien sûr, change. Et on se dit, oh. Et là, pour s'aimer, et donc si on s'aime, on aime les autres, ça devient plus compliqué. Ensuite, on va aller dans des choses qui sont plus subtiles. La réduction de ses activités. Je suis fatigué, je veux dire, je suis fatigué. Bon, mon mari me dit, on va aller se promener sur la plage, parce que nous sommes à Montpellier, on va aller marcher dimanche. Non, je suis fatigué. Donc, vous réduisez votre activité. Et donc, inconsciemment, vous vous dites, je suis moins bon, je suis dévalorisé, je ne suis pas capable de. Ben ça, c'est en plein dans l'image de soi. L'image de soi, c'est de se dire, ben, je ne peux plus faire ce que je faisais il y a 10 ans, et la cause, c'est la scrolenflamme. Donc, ça rajoute une perturbation de l'image de soi. La réduction des activités professionnelles. Travailler à temps plein, vous ne posez pas de questions. Puis, au bout du temps, vous dites, bon, je vais demander à travailler à 80%. C'est un choix volontaire. Mais c'est déjà une petite réduction par rapport à votre collègue de bureau qui, lui, est à 100% et qui est en pleine forme, bien apprécié par son supérieur. Et comme vous êtes différent, et bien vous travaillez à 80% et on vous fait sentir. Et vous vous dites, je ne suis plus capable. Et donc, on entame l'image de soi. Le regard des autres, c'est extrêmement important. On a envie tous, je ne sais pas si